Une production Binge Audio, évidemment. Salut les mauvaises personnes. J'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. J'ai chopé une petite bronchite ou une angine. Rassurez-vous, je n'ai pas le Covid. Et ça n'enlève rien à mon plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La paranoïa. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez parano? Ou est-ce que vous l'avez déjà dit à quelqu'un? Je suis sûre que oui. Je suis sûre que vous avez déjà dit à quelqu'un « Mais non, arrête, tu te fais des idées, tu paranoïes ». Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être parano? Quelle est la différence entre des pensées suspicieuses, une personnalité un peu méfiante, ou quelqu'un qui est parano au sens clinique, quelqu'un qui souffre de délire de persécution? Et comment faire la différence à l'intérieur de notre propre tête, entre notre intuition et entre peut-être une petite forme de paranoïa? Parce que moi, à bien y regarder, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes personnes qu'on accuse d'être parano. Souvent des femmes ou des personnes minorisées, à qui on accuse de voir le mal partout ou de tout surinterpréter. Et si le sujet me tient tant à cœur, je vais vous faire une confidence, c'est parce qu'une femme de ma famille est morte d'avoir été traitée de parano toute sa vie. C'est en tout cas la vérité subjective qu'on m'a racontée, et cette histoire m'a bouleversée quand j'étais enfant. Cette femme, son mari l'avait trompée toute sa vie. Et elle le savait, elle le voyait, elle récoltait des preuves, et elle disait à son mari « Je serais prête à l'accepter si seulement tu me disais la vérité ». Et toute sa vie, il lui a répété qu'elle était folle, qu'elle était parano, qu'elle se faisait des films. Et tout leur entourage a fini par le croire, lui. Il l'accusait de déposer à dessein des cheveux blonds sur sa brosse, des mots doux dans ses poches. Et c'est ce mensonge répété, cette négation perpétuelle et flagrante de sa réalité sous ses yeux, sous ses propres yeux, qui ont fini par la rendre effectivement folle. Et elle s'est laissée mourir d'avoir été traitée de parano toute sa vie. Je vous raconte cette histoire parce que j'aimerais que vous vous en souveniez. Pensez-y. Pensez-y la prochaine fois que vous vous rendrez à un mariage, par exemple, et qu'on vous présentera la folle de la famille ou tata cinglée, celle que toute la famille considère avec plus ou moins de condescendance, celle qu'on appelle la parano de service. Attention, je dis pas que les vrais paranos n'existent pas, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui se font des films et qui vivent dans une fiction. Je dis juste, pensez-y. Parce que qu'est-ce que c'est la parano ? Un vrai trouble psychique? Une méfiance exacerbée? Ou parfois une arme de manipulation psychologique pour silencer? Ou est-ce que ce serait pas un peu des trois? Bienvenue mes très chères mauvaises personnes dans ce nouvel épisode de Self-Care ta mère, c'est le podcast Mal-être de Binge Audio. Tous les mois, nous nous retrouvons pour parler santé mentale sans tabou ni angélisme. Pour parler dépression, burn-out, kétamine, bonheur, sens de la vie et chlamydia, vous retrouverez tous les mois à mes côtés ma chère petite équipe composée de Samuel Doc. Salut Samuel. Bonjour Judith. Samuel, tu es donc psychologue clinicien et auteur de plusieurs ouvrages, dont Les chemins de la thérapie. Samuel, contrairement à moi, tu es un vrai psy et donc tu sais de quoi tu parles. Je suis très heureux de te retrouver pour cette émission. Moi aussi, très heureuse de te retrouver. Il y a aussi Coco Spina, notre très chère Coco, qui a été retardée dans les transports, mais qui va arriver à tout instant. Coco est journaliste, elle est surnommée la Gouine Réac dans le milieu et nous on l'adore comme elle est. La particularité de Coco, c'est que si elle est de bonne humeur 3 jours de suite, tout le monde se demande ce qui ne va pas. Et pour répondre à nos questions sur le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, la parano, j'ai la joie de recevoir Cyrielle Richard. Cyrielle, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et vous êtes autrice d'un livre qui s'appelle « Sans questions-réponses » sur la paranoïa et la schizophrénie paranoïde. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par une première question finalement assez simple et compliqué à la fois. Je m'adresse à vous deux, mais peut-être d'abord à Cyrielle. Qu'est-ce que ça veut dire être paranoïaque? Alors, je pense qu'il faut faire un peu la distinction, comme vous disiez dans l'introduction, c'est-à-dire que faire la distinction sur ce qui relève d'une méfiance qu'on peut éprouver tout à chacun, voilà, avec des degrés plus ou moins variables, et ce qui relève véritablement en fait du trouble psychiatrique qu'est la paranoïa. Alors, juste petite précision, en fait, le terme paranoïa n'est plus un diagnostic qu'on utilise à l'heure actuelle. On parle en fait soit de schizophrénie paranoïde, ce qui est en fait une forme de schizophrénie qui est principalement axée autour d'idées délirantes de persécution.
Et sinon, on peut parler de troubles de la personnalité paranoïaque, c'est-à-dire en fait que c'est une personnalité qui est constituée autour de la méfiance, mais également avec des pensées envahissantes, encore une fois, de persécution. C'est une personne qui va interpréter tout ce qui, voilà, les gestes, les paroles, enfin tout ce que autrui peut faire. Samuel, tu es d'accord avec cette définition ? Je suis tout à fait d'accord avec ma consoeur et j'ajoute qu'il faut vraiment différencier pour nos auditorices la personnalité paranoïaque, qui est effectivement un certain style d'appréhension, une certaine manière d'être, et le délire paranoïaque, qui cette fois-ci est une forme que nous on appellerait décompensée, c'est-à-dire que quelque chose vient à lâcher dans la structure psychique. Ce sont deux choses différentes. Ça veut dire quoi, décompenser ? Décompenser, c'est cet instant où le délire en fait prend toute sa place, où la conviction devient absolue et n'est plus simplement une manière d'habiter le monde, une manière d'habiter le lien social. Sur la personnalité paranoïaque, juste 3 traits qu'il faut retenir rapidement. C'est une hypertrophie du moi, c'est-à-dire vraiment un orgueil extrêmement important, une fausseté du jugement qui va conduire aux fausses interprétations, et justement cette méfiance dont tu parlais dans ton interprétation. Donc je rejoins tout à fait ma consoeur, oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment on devient un vrai paranoïaque ? Qu'est-ce qui se passe ? Cyrielle Richard ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, pour revenir un petit peu sur la question voilà, de la schizophrénie paranoïde, c'est qu'il y a beaucoup de théories sur les étiologies de la schizophrénie, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de consensus dessus. Ça, c'est juste voilà, pour dire qu'il y a plusieurs chemins et on ne sait pas très bien finalement quelle est la voie, entre guillemets. Après, pour revenir à comment devient-on parano, entre guillemets, c'est souvent, on va retrouver quelque chose de assez commun chez tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a souvent des expériences de vie, surtout dans la prime enfance, qui sont compliquées. C'est souvent des personnes, en fait, qui ont vécu dans leur famille, soit des situations où elles ont été malmenées, pas forcément de la maltraitance, d'accord, mais souvent il y a un vécu qui est compliqué dans la prime enfance, qui va se compliquer à l'adolescence, et puis souvent c'est à ce moment-là justement que se passe un peu la rupture avec la réalité. Après, pour ce qui est ensuite de pourquoi est-ce qu'on prend la voie vers la paranoïa et pas une autre, ça reste encore un peu mystérieux, entre guillemets. On est en totale rupture avec la réalité, donc quand on est un vrai parano, Samuel. En tout cas, quand on est dans le délire paranoïaque, oui. Ce qui est extrêmement compliqué avec la paranoïa, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle d'éléments dissociatifs. C'est-à-dire que dans certaines psychoses, l'état morbide empêche vraiment d'avoir un travail, de s'intégrer. Chez les personnalités paranoïaques, cet état dissociatif, cette perte de contact avec la réalité, n'a pas lieu. Les personnes travaillent, peuvent se lier dans une certaine mesure. C'est vraiment spécifiquement sur certains domaines que porte la paranoïa, ce qui justement empêche cette dissociation dont je parle. Et à l'intérieur de soi-même, quand on est un névrosé comme vous et moi, comment faire la différence entre des pensées peut-être suspicieuses et à un moment parfois des délires un peu de persécution ? Moi, je dirais que ce qui va vraiment être important, c'est que une personne, on va dire lambda, effectivement, peut ressentir des moments où elle va se sentir méfiante, où elle va effectivement être un peu jalouse ou autre. Mais en général, elle garde cette capacité de prendre du recul, de pouvoir être ouverte à la critique. Et puis surtout, dans l'après-coup, elle peut être capable elle-même d'autocritique. Et puis voilà, il y a ce côté un peu de flexibilité, si vous voulez, mentale, qui fait qu'on arrive à prendre à un moment donné un moment de recul où on se dit, bon, attends, là, je suis allée trop loin et ainsi de suite. Une personne qui est vraiment dans un délire de persécution n'a pas forcément cette capacité-là. Ou en tout cas, il va lui falloir vraiment un grand chemin avant de pouvoir ne serait-ce que remettre à 1% en cause ce qu'elle pense. Elle est vraiment dans cette conviction que non, elle a un persécuteur ou plusieurs persécuteurs désignés qui sont contre elle et il y a toute une machination autour d'elle, quoi. Je voudrais juste revenir sur ce que disait mon collègue, c'est-à-dire qu'effectivement, les personnes qui ont une paranoïa, contrairement effectivement à d'autres personnes qui souffrent de schizophrénie, qui peuvent être un peu désorganisées, eux, au contraire, ils sont assez bien organisés, c'est-à-dire que leur pensée, alors est certes délirante, mais si vous voulez, elle est construite, elle tourne autour d'un ou deux sujets principaux, et paradoxalement, je dirais, c'est des personnes qui peuvent être au contraire très performantes dans certains milieux où justement, on attendait qu'elles soient tout le temps dans cette réflexion et cette recherche. Oui, Coco, tu te demandais si certains métiers pouvaient valoriser justement les personnalités paranoïaques. Alors oui, bonjour Cyrielle, je suis arrivée un peu en retard, c'est les joies du métro parisien. Enfin bref, oui, alors dans votre livre, vous citez cette phrase qui est très intéressante. Les personnalités paranoïaques réussissent d'excellentes carrières, militaires, politiques, justice.
quand elles tombent sur une conjoncture favorable entre leur caractère et leur temps. Donc, est-ce que certains métiers valorisent les personnes paranoïaques ? Alors, certains métiers et surtout certaines configurations, je dirais. C'est-à-dire que quand on est dans un moment de crise, si vous voulez, que ce soit crise sociétale, crise telle que la pandémie qu'on a vécue là très récemment, et qu'on vit toujours d'ailleurs, entre parenthèses, et bien ça peut être l'occasion justement de voir fleurir un petit peu des théories du complot. Et là, des personnes qui justement avaient déjà une structure de personnalité paranoïaque peuvent tout à fait s'épanouir dans ces moments-là parce que elles arrivent avec déjà tout un système de pensée construit auquel il n'y a plus qu'à s'agréger et puis à avoir des suiveurs dedans. Mais ça, c'est quelque chose qu'on constate souvent au quotidien. Enfin, moi, par exemple, j'ai constaté au fil des années, en apprenant à me connaître, que dans des contextes, on va dire, anxiogènes, je peux avoir tendance à surinterpréter les attitudes des gens à ma défaveur. Avoir un petit côté un peu parano, pour le coup. Par exemple, quand je suis très stressée avant un examen, dans le métro, j'ai l'impression que tout le monde est méchant. Enfin, et c'est fou de se rendre compte à quel point notre perception de la réalité est influencée par notre vie intérieure. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez vertigineux. Non, Samuel ? Oui, c'est très beau ce que tu dis et je pense que effectivement, on regarde le monde avec notre structure psychique. Si on est mélancolique, bien sûr qu'on sera plus sensible aux travaux de Caspar David Friedrich, c'est ma théorie. Ce que je crois, c'est très fort ce que tu dis. Un peintre qui fait des tableaux tellement tristes. Voilà, moi perso, je suis fan. Mais ce qu'il faut entendre aussi par rapport à ce que tu disais qui est très juste, c'est que face au manque parfois d'informations, face à des situations nébuleuses qui nous oppressent, bien sûr que nous avons des réflexes interprétatifs pour construire un langage, pour construire un récit sur des situations qui nous échappent. Je suis d'accord, mais peut-être qu'il faut le préciser, c'est que les personnalités paranoïaques n'ont pas que cette interprétation délirante. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il va y avoir un cortège d'angoisse très important, il va y avoir des troubles dépressifs, des moments d'insomnie très forts. C'est-à-dire que la paranoïa, c'est pas que simplement l'interprétation. Et c'est là qu'on voit la différence, justement, peut-être déjà, entre une intuition ou une interprétation de défense et la paranoïa véritable. Racontez-nous comment ça se passe avec les patients vraiment paranoïaques. Alors, c'est-à-dire comment se passent les soins ? Oui, voilà, exactement comment se passent les soins. Est-ce qu'on peut les aider ? Est-ce qu'on peut les soigner ? Est-ce que leur vie est un enfer ? Ça doit être horrible d'imaginer que le monde entier est contre soi en permanence. Enfin, ça doit être atroce quand même. Alors, effectivement, il y a quand même une grande souffrance. Alors après, effectivement, comme disait Samuel, il y a cette hypertrophie du moi, comme il disait, qui fait que effectivement, ça peut avoir un côté grisant entre guillemets de se dire que tout a du sens et tout est autour de vous. Mais il y a effectivement une énorme souffrance derrière. Il y a une souffrance et pour la personne et pour l'entourage. Donc d'abord, comme je disais, dans un premier temps, les personnes sont pas très accessibles à la critique et pas très non plus, pas assez flexibles pour pouvoir faire de l'autocritique et puis travailler un peu sur leur système de pensée. La première chose à faire, c'est d'abord d'être dans l'empathie et de justement pouvoir entendre cette souffrance et pouvoir également mettre des mots dessus et puis les faire parler de cette fameuse souffrance. Et après, dans un second temps, on peut arriver justement à induire là, ce que vous ressentez, cette souffrance que vous avez, cette tristesse, cette colère, tout ça, c'est lié aussi à votre système de pensée qui fait que vous avez tendance à voir la réalité sous une seule grille de lecture. Et là, peut-être qu'on peut travailler justement sur cette grille de lecture que vous appliquez systématiquement à votre vie. Mais tout ça, ça arrive en fait très progressivement. Et si, en plus de ça, on est plutôt sur une forme de schizophrénie paranoïde avec des... Oui, pardon. Oui, ouais. Juste, je voulais savoir, mais du coup, à la lumière de ce que vous dites, à quel type de psy une personne paranoïaque devrait s'adresser ? Alors... oui, alors je crois qu'on va être deux, je pense, à pouvoir répondre. Après, je serais tentée de dire ça dépend. C'est-à-dire que selon la maladie, selon le degré, alors voir un psychiatre peut être une bonne idée, ne serait-ce que pour pouvoir justement, comme ça me disait, s'il y a des troubles du sommeil, s'il y a après une dépression associée, des troubles anxieux, voilà, c'est important de pouvoir passer par la médication. Et puis après, ça va être une forme de psychothérapie. Alors personnellement, je suis plutôt d'obédience TCC, c'est-à-dire thérapie cognitive et comportementale. Et donc, je veux dire, oui, il y a eu des preuves d'efficacité. Après, travailler aussi sur une forme de thérapie familiale, surtout quand on est dans la configuration dont on parlait au tout départ, ça peut être également une idée, à condition que la famille soit partie prenante, évidemment.
Après, je sais qu'il y a eu des tentatives aussi au niveau de la psychanalyse. Samuel ? Oui, tout à fait, Cyrielle. Et moi, effectivement, je suis plutôt d'un abord psychanalytique, mais je ne fais pas partie de ceux qui crient contre les TCC. Je vous rassure, pas du tout. Là où je vais rebondir sur ce que disaient Judith et Coco à la fois, c'est que souvent les paranoïaques consultent, mais ils ne consultent pas. Et ça, il faut que nos auditoristes l'entendent parce qu'ils sont paranoïaques. C'est-à-dire que c'est une réalité qui leur est extrêmement inaccessible. Et chapeau si vous arrivez dans la thérapie à leur faire entendre que leur souffrance peut être liée à ce système. C'est-à-dire que moi, par exemple, en consultation, il est arrivé 2 fois que je pose le diagnostic de paranoïa, mais c'était vraiment sur des états psychiques extrêmement décompensés, extrêmement délirants, et qui avaient causé tellement de dégâts dans la vie de mes patients qu'en fait, là, l'orientation psychiatrique est absolument nécessaire. Mais globalement, ils vont consulter pour un burn-out, pour de la dépression, parce qu'ils ont des angoisses, parce qu'ils ont des problèmes de vie sexuelle. Et dernier point, rapidement quand même, il faut entendre que la paranoïa est aussi paradoxale que cela semble, c'est une manière pour le sujet de tenir. C'est-à-dire que c'est à la fois une affection psychique, mais cette séparation entre le moi, entre le sujet et son environnement extérieur et cette coupure radicale qui existe, c'est une façon de survivre. C'est parce qu'il renforce son moi en permanence, parce qu'il ne peut pas intégrer le monde extérieur, l'autre, ou éventuellement, si on regarde dans la prime enfance, une problématique parentale, il y a cette coupure qui intervient et qu'il tient, il tient grâce à ça. Raconte-nous peut-être, Samuel, concrètement, à quoi ça ressemble un patient, quelqu'un qui souffre vraiment de ce délire paranoïaque. C'est quoi ça, pas sa journée type, mais à quoi ça ressemble vraiment cette souffrance que du coup j'ai du mal à me représenter exactement. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que vraiment, ça va être des discours extrêmement répétitifs sur les mêmes thèmes, avec une argumentation constante, lancinante, pesante, et qui revient. Parce qu'il faut ce système de coupure entre soi et l'autre, il faut l'alimenter. Donc, ça va être beaucoup les mêmes propos. Et malheur aux psychothérapeutes trop pressés qui auraient tendance à dire, bon, bah là, je remarque qu'il y a quand même quelque chose qui pose problème. Vous m'opposez un discours persécutif, vous m'expliquez. Parce qu'à ce moment-là, il pourrait lui-même devenir le persécuteur. Mais ça veut dire, excuse-moi, très concrètement, ça veut dire je rentre dans une pièce, quelqu'un regarde son téléphone à l'instant où je rentre dans cette pièce, et là je vais me dire, ah ça y est, il est en train d'appeler un serial killer. Est-ce que c'est ça? Enfin, il peut pas l'appeler, mais concrètement, à quoi ça ressemble? Pas forcément avec ces extrêmes, mais là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça évoque un cas très particulier parce qu'il existe aussi différents types de paranoïaques. Il y a les paranoïaques plutôt jaloux, il y a ce qu'on appelle les personnalités de combat, c'est-à-dire extrêmement dans la revendication, mais il y a aussi un certain type de personnalité qui moi, je l'avoue en tant que thérapeute, je suis toujours un peu inquiet lorsque je reçois ce genre de personnes, c'est des personnalités sensitives. C'est-à-dire, c'est ceux qui pensent, qui sentent, qui perçoivent, qui captent quelque chose de l'autre et qui vont se mettre à surinterpréter, qui peuvent se mettre dans des états insomniaques absolument terribles pour un simple geste. Et là, pour le coup, la figure persécutrice est diffusée dans tout l'environnement. Et justement, Samuel, tu parles un peu dans l'un de tes livres d'une expérience que tu as eue avec quelqu'un qui avait un trouble sensitif. Je ne sais plus exactement comment vous dites, un trouble relationnel, je crois. Oui. Donc, je me demandais déjà comment ça se passe dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a des patients et des patientes qui peuvent déstabiliser et être nuisibles pour un psy? Franchement, avant de préparer l'émission, c'est une confidence, j'ai échangé avec des confrères psychiatres et des consoeurs et confrères psychologues, et on avait tous la même opinion, c'est que quelque part, bon, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour le travail de Cyrielle, c'est que les paranoïaques, c'est un peu les patients qu'on n'aimerait pas avoir, quoi. Parce que tout ce qu'on dit nourrit le système, alors qu'ils viennent pour déconstruire leur système de pensée. Donc on sait que ça a quelque chose d'inquiétant. Et comment, en tant que proche, on peut faire, du coup? Alors là-dessus, ça peut être compliqué. Alors, autant on peut avoir effectivement des persécuteurs pour les paranoïaques, autant on peut avoir aussi, entre guillemets, des défenseurs. C'est-à-dire que justement, il va y avoir des personnes, alors voilà, on ne sait pas trop à la faveur de quoi, mais ils vont être élus, entre guillemets, comme étant quand même une ou deux personnes positives dans leur vie. Alors, sachant que c'est extrêmement fragile, parce qu'on peut très vite repasser du côté... Oui, à la moindre erreur, on bascule. Ouais, voilà. Mais même une erreur que vous n'avez même pas commise, vous, encore une fois, on reste sur quelque chose de très interprétatif. Oui, vous avez regardé 2 secondes de trop votre téléphone, quoi, effectivement. Et c'est là que vous parlez de dichotomisation de la réalité, ennemi, ami. Voilà, c'est ça, c'est en fait tout blanc, tout noir, effectivement. Alors après, comment est-ce qu'on peut aider? Justement, si on peut identifier ces fameuses personnes qui peuvent être dans la catégorie des défenseurs, on peut s'appuyer dessus. Après, il faut qu'elles soient assez solides, justement, pour pouvoir tenir. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est que ça fragilise également les personnes de l'entourage. Dans votre livre, Cyrielle, vous citez une phrase de Nietzsche qui est très connue et très belle, enfin très connue, je sais pas, mais en tout cas qui est très belle, où il dit « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Pourquoi vous citez cette phrase ?
Parce que justement, c'est tout le problème, entre guillemets, de la paranoïa. C'est-à-dire que, comme je disais, nous avons tous effectivement des moments où on peut être méfiant, où on peut être dans le doute, où on peut se dire, exactement l'exemple que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'autre regardait son téléphone et donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à moi et donc ça veut dire que tout le monde est contre moi, ainsi de suite. Mais on reste, on va dire, avec un certain doute et on est capable de remettre ça en question. Là où on rentre vraiment dans la pathologie, c'est lorsqu'on en est persuadé et qu'on se dit que ça peut être la seule façon de voir les choses. Et que finalement, ça devient notre seuil grille de lecture. Là, à l'instant, j'ai eu pas mal de soucis avec mon informatique, mais je me dis, voilà, c'est vraiment pas de bol et puis c'est tout. Mais si j'étais dans ce système de persécution, j'interpréterais tout sous cette grille-là et je me dirais, voilà, encore une fois, il y a une instance autre qui est contre moi et qui fait que mon PC ne veut pas fonctionner et ainsi de suite. Comment on peut savoir, du coup, si on peut faire confiance à ses propres pensées ? Eh bien, après, il faut, comme je dis, là, il faut toujours rester flexible. C'est ça le problème, c'est qu'on est toujours en fait juge et partie finalement dans notre façon de penser. Et là où on peut justement faire preuve de flexibilité, pour s'aider, il faut pouvoir noter justement ce qu'on pense. Il faut pouvoir se dire, ok, ça c'est la première pensée qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est la seule façon de voir les choses ? Quand on est dans un système de pensée entre guillemets sain, on doit arriver justement à trouver des pensées alternatives, de se dire ok. Et là, ma première pensée, c'était voilà, encore une fois, mon PC est contre moi, par exemple. Est-ce que c'est vraiment la seule pensée envisageable dans cette situation-là? Sachant que rappelons-le, c'est le doute qui fonde la pensée. Et on a cette belle émission aujourd'hui grâce à toi, Judith, parce que c'est le doute, c'est l'interrogation qui t'a conduit à vouloir créer cette émission, à vouloir réfléchir. On réfléchit parce qu'on doute. Mais du coup, moi j'ai l'impression que les sujets paranoïaques peuvent paraître de premier abord, comme tu disais Samuel, très difficiles à traiter, voire un peu agressifs et qui peuvent déstabiliser même la thérapeute. Mais en vérité, ce sont des personnes extrêmement manipulables, qui ont extrêmement besoin d'aide et qui probablement souffrent aussi d'une majeure psychophobie par rapport à d'autres. Ah oui, ça c'est certain que l'aspect psychophobie, mais pas forcément, puisque comme disait Cyrielle, il peut y avoir des adjuvants, il peut y avoir des alliés, et peut-être que la figure du thérapeute peut être investie de cette manière-là. Mais j'ai quand même tendance à croire que rapidement, il y a cette contamination du mauvais objet, c'est-à-dire d'une représentation négative, qui très vite va nimber le thérapeute, en fait. Mais si on peut déjà les aider à retrouver une colonne vertébrale, une identité, c'est déjà très bien. Moi, j'aimerais revenir, du coup, merci pour toutes ces précisions sur le trouble vraiment psychiatrique de la paranoïa. J'aimerais revenir un peu sur l'application de ce... Enfin, c'est comment on s'auto-diagnostique parfois parano entre nous dans la vie et les ravages que ça peut faire, en fait, dans la vie de tous les jours. Et moi, j'ai appris, en fait, pour vous faire une confidence, moi, j'ai longtemps cru que j'étais très parano et en réalité, je le suis pas tant que ça. Et en réalité, toutes les fois où j'ai étouffé mon intuition en me disant t'es parano, tu te fais des idées, tu vois encore tout en noir, t'es chiante, enfin tous les trucs qu'on se dit dans ces cas-là, eh bien plus tard, en fait, je me retrouvais dans une situation bien désagréable parce que mes premières intuitions m'avaient alertée. Peut-être que j'étais dans une situation qui me convenait pas. Je dis ça parce que ça m'est souvent arrivé dans un contexte intime, on va dire par exemple de séduction. T'es avec un mec, t'es pas sûr, nanani, tu te dis en fait je sais pas si j'ai envie de le suivre, mais non, faut laisser sa chance au produit, nanani, tous les trucs qu'on nous dit, dans ces cas-là, tous les trucs qu'on dit aux femmes. Et après tu finis 2-3 heures plus tard par rentrer chez toi et te sentir vraiment mal parce que tu t'es foutu dans un truc où t'étais quand même pas très à l'aise. Et moi, j'aimerais quand même qu'on dise aux gens, je pense qu'on a beaucoup plus d'utilité à dire aux gens, non, la plupart du temps, vous n'êtes pas parano. Et ça ne veut pas forcément dire que la personne est méchante ou mauvaise en face, mais ça veut peut-être juste dire que, à cet instant, ce que tu ressens, ça a une valeur. Oui, je trouve ça très précieux parce que cette question de l'intuition dont tu parles, c'est un sujet qui est très très peu traité en psychologie. Mais je vais prendre une petite seconde quand même pour rebondir sur ton idée qui m'a énormément fait réfléchir. Pour l'anecdote, avant l'émission, on a pris un thé avec Judith et on a beaucoup échangé. Et tu revenais à cette question de l'intuition je me disais, mais qu'est-ce que c'est l'intuition en psychologie ? Et je me suis dit, on est des êtres de langage. On est des êtres de langage. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est des êtres de parole. La parole, c'est que le support acoustique du langage. Et comme le disait Paul Václavitch, on ne peut pas ne pas communiquer. Un psychologue jungien, figure-toi. Et il explique qu'on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, dans une intersubjectivité, dans une rencontre de personne à personne, il y a mes mots,
Mais il y a aussi ma posture corporelle, mes silences, la durée de la relation, ce qu'on appelle le métacommunicatif. Et tout cela, ça crée des énoncés. Peut-être que l'intuition, parfois, c'est réussir aussi à décoder, à percer en fait tout l'infraverbal, tout le non-verbal, ce que l'autre ne dit pas. On va percevoir par exemple qu'il se rigidifie, qu'il y a un contraste. Et dans cette magnifique introduction que tu as faite, tu as dit que quelque part, c'était cette intuition qui a rendu la personne de ta famille malade, quoi. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a justement le fait qu'elle accédait à cette forme de langage, à ce qui était tu, et qu'elle l'a porté dans son corps. Je vais donner l'exemple de Gregory Bateson. Gregory Bateson, un psychiatre américain extrêmement important, il disait que ce qui rend l'autre fou, c'est cette double contrainte entre une certaine posture et le langage. Notamment, par exemple, il parlait des mères de personnes schizophrènes en disant que ces mères vont dire « je t'aime, mon chéri » à leur fils en le prenant dans le bras, mais ils vont percevoir cette rigidité, quand les mots et les actes sont en opposition. Quand la personne n'est pas alignée entre verbal, non-verbal, intention, acte, alors ça clique, voilà, tu le dis, ça le rend fou. Et peut-être que ce que tu nommes intuition, moi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est justement réussir à se dire, dans le langage, il y a quelque chose que j'entends, que l'autre ne dit pas, mais que je restitue dans ma narration personnelle. Et c'est pour ça que je trouve que ton introduction est extrêmement juste. Coco ? Oui, moi je rejoins Judith sur cet aspect de faire confiance à tout prix. Et souvent, c'est un discours que le self-care nous offre, non, de ce fait de se débarrasser de toutes les méfiances, d'adopter un regard toujours aimant et bienveillant envers le monde, de souffler, enfin voilà. Et j'en ai un peu marre de cette injonction à faire confiance à tout prix, parce que je pense aussi qu'elle est quand même à la base des violences de l'intime qu'on peut vivre, et que peut-être ce qu'on pourrait essayer de voir aujourd'hui, c'est aussi comment distinguer entre effectivement paranoïa et red flag. Je pense que Judith a raison, je pense qu'il y a plein de relations effectivement où grâce au langage corporel, grâce à des micro-trucs comme ça, on peut vraiment décrypter des red flags, des signaux d'alerte. Cyrielle, que faire ? Après, il y a un truc, bah oui, j'allais dire, après, il faut garder en tête qu'on est des animaux avant tout. Oui. Et que, effectivement. C'est un autre débat, allez-y. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais nous sommes d'abord des animaux. Et donc, du coup, notre instinct, effectivement, il est là, même si, bon, on l'a bien enfoui sous des kilos et des couches de civilisation. Il reste là. Et si votre instinct, effectivement, vous dit, oula, là, il y a danger, c'est peut-être pas pour rien non plus. Voilà. Mais oui, donc, peut-être que des fois, il faut pouvoir l'entendre aussi. Après, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait par rapport au self-care avec cette idée de, il faut être il faut être bienveillant et ainsi de suite. Alors, il y a un concept un petit peu, quand on est sur la thérapie fondée sur la compassion, c'est faire attention entre ce qui est de l'authentique compassion et de la compassion idiote, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas dans un monde de bisounours et on peut être tout à fait compatissant envers l'autre et être dans l'empathie et comprendre ses émotions. Mais pour autant, on n'est pas obligé de les valider, on n'est pas obligé d'y adhérer et on n'est pas non plus tenu d'être dans le oui permanent. Figurez-vous que j'ai écouté un moine bouddhiste l'autre jour qui disait exactement la même chose que vous. Il faut arrêter de croire que les bouddhistes, ce sont des personnes un peu dans cette naïveté de la réalité et qu'en fait, il y a vraiment une différence entre compassion véritable et compassion naïve, quoi. Mais moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise quand j'étais enfant, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est réel. Et je pense que ça m'aurait empêché de vivre plein d'expériences désagréables. Et je pense qu'on a vraiment tendance à dire, surtout aux petites filles, mais non, mais sois gentille, mais dis merci, sois une bonne petite fille. Et ça, je pense que ce type d'éducation, de conditionnement, ça nous fait, c'est très psychotoxique, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai dû apprendre à l'âge adulte, à me dire ce qui est à l'intérieur de toi est réel. Et voilà, c'était juste pour... Je pense que c'est vraiment un des messages les plus précieux qu'on peut transmettre aux jeunes personnes. C'est très fort ce que tu dis, ça me fait penser à une patiente. Ça me fait penser à une patiente qui avait des doutes quant aux infidélités de son mari, un peu la même situation que tu décrivais précédemment, mais aussi de certaines conduites qu'il avait, tu vois, de ce que nous avons nommé dans une présente émission de toxicité. Et elle cherchait un appui auprès de ses parents. Elle n'arrêtait pas de se tourner vers ses parents en disant « mais vous trouvez pas que... » Alors appelons-le Gérard. « Vous trouvez pas que Gérard, c'est étrange quand il fait ci, quand il fait ça, je comprends pas, j'ai des doutes. » Et sa mère, sans arrêt, qui elle-même probablement avait été dans un système
inféodée à une certaine forme de masculinité particulière. Sans arrêt, sa mère lui disait « Mais non, tu sais, c'est normal pour une femme de subir ça, c'est normal. » Et tout ce vécu a été légitimé. Et quand finalement la situation a fini par exploser, c'est comme si elle sortait d'un cauchemar, où elle se disait, ma patiente, tout ce temps, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça. Je le savais. Et ma mère, parce que là, c'est pour ça que je renvoie à ça, c'est-à-dire que c'est venu pas de son père en tant que référentiel problématique, mais vraiment de sa mère. Sa mère, sans arrêt, disait, mais c'est ta place de femme. C'est ta place, c'est la figure toute puissante de ton mari. Donc la différence, quelque part, entre le sujet et l'autre, dont je parlais tout à l'heure, cette coupure, était alimentée par la mère. Et ma patiente n'était pas du tout paranoïaque. Effectivement, elle vivait un vrai enfer sous-jacent. Tu voulais parler de la jalousie, justement? Oui. Alors, justement, Samuel, il a expliqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs formes de paranoïa, dont la jalousie. Et j'ai constaté, en tout cas, dans les relations plutôt queer que j'ai vécues et que j'ai vues, que la jalousie est une chose qui peut être récurrente. À la fois, on parle de personnes qui ont bien évidemment subi des oppressions, et qui donc ont développé des systèmes d'adaptation similaires à la paranoïa, comme on décrivait. Et à la fois, il y a aussi vraiment cette jalousie qui devient délirante. Ce sont toujours des récits de contrôle, d'extrémisation et de délire de la réalité. Je pense au roman Dans la maison rêvée, un roman qui parle des violences intra-Gwyn et qui fait référence à cette dystopie de la jalousie. Et je voulais un peu savoir quelle est la différence entre la jalousie et la paranoïa ou comment elle s'articule. Alors, la jalousie, ça s'appuie surtout sur une insécurité. D'abord, la personne jalouse, même si elle va dire oui, mais c'est parce que j'ai peur de perdre l'autre, souvent, ce qui alimente surtout sa jalousie, c'est le fait qu'elle ait l'impression que ceux en face, les potentiels rivaux ou rivales, sont meilleurs ou sont plus attirants, enfin, en tout cas, ont quelque chose de plus. Donc, c'est pas tant, j'ai peur de perdre la personne aimée ou je tiens à la personne aimée. C'est surtout une question d'insécurité, une question de possession et une impression que l'autre en face est meilleur pour différentes raisons. Pardon, à quel moment la jalousie devient-elle problématique ? La jalousie devient problématique à partir du moment en fait où elle est envahissante et où surtout elle est rigidifiée. C'est-à-dire que on peut sentir jaloux parce qu'on a croisé telle personne dans la rue et qu'on a vu que l'autre se retournait sur son passage. Voilà, ça peut arriver. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsque, par exemple, on voit que son conjoint ou sa conjointe, regarde simplement, n'importe quoi et que là, tout de suite, on l'interprète en se disant, ça y est, il ou elle est en train de penser à me tromper avec l'autre. Alors que, a priori, on n'est pas dans cette configuration-là. L'autre peut être simplement en train de regarder une émission sans plus y prêter d'attention, vous voyez. Qu'est-ce que ça fait mal d'être jaloux? En tant qu'ancienne grande jalouse, je soutiens à tous les jaloux qui nous écoutent, parce qu'en plus, c'est la honte d'être jaloux. T'as pas envie d'être jaloux. Déculpabilisant aussi, quand même, ce sentiment qui est aussi humain, quoi. Enfin, en tout cas, je dis ça parce que je suis célibataire. Si j'étais maquée, je serais probablement encore jalouse. Hein, donc, voilà. Non, mais ça fait mal. Enfin, c'est vraiment une émotion douloureuse de se dire que... Enfin, qu'est-ce que ça fait mal, je trouve. On devrait aussi réhabiliter, parce que c'est perçu un peu comme une faute morale aujourd'hui, la jalousie, en tout cas dans les milieux dans lesquels j'évolue, comme si t'étais pas assez cool, pas assez déconstruit, pas assez libre, alors qu'à la base, c'est quand même d'abord une émotion douloureuse, quoi. Merci de dire ça, Judith, parce que je pense que c'est vraiment très important. Beaucoup de discours sur les amours contemporaines oublient aussi la présence de ce sentiment qui est hyper humain, au-delà de ce que Samuel et Cyrielle ont mis en évidence. Il y a une partie qui peut être paranoïaque, mais vraiment, je tiens aussi à déculpabiliser ce sentiment. Et puis l'important, c'est ce que tu fais de cette émotion, parce qu'après, il y a des gens qui prétendent ne jamais être jaloux. Ce qui se passe, si t'es jaloux et que tu deviens dans le contrôle, etc., là, ça pose problème. Mais si t'es jaloux et que tu travailles dessus, non, Samuel, je te vois t'agiter. Oui. Non, c'est la différence entre je sais et je sens. Ouais, moi, je pense que c'est la différence entre je sais et je sens. On peut sentir, on peut percevoir, on peut avoir des intuitions qui vont ouvrir à un dialogue, et tu l'as fait, et tu en parles, et tu dis que ça ouvre un monde de réflexion. Mais par contre, je sens. Et à partir de ce pur senti, et je commence à avoir envie de disputes, de représailles, là on rentre dans quelque chose de plus paranoïaque, en fait. Parfait, je vais juste vous couper un petit instant. On se retrouve dans une petite minute, on fait une mini pause.
Merci d'être avec nous, c'est toujours Self-Care ta mère. Nous sommes avec Cyrielle Richard, Coco Spina et Samuel Doc et nous sommes en train de nous demander si nous sommes tous parano. Alors, j'aimerais revenir sur la situation que j'ai décrite dans mon introduction, cette femme de ma famille qui est morte d'avoir été manipulée, en fait, psychologiquement, et traitée de parano toute sa vie. Et ça a un nom, je crois, en psychologie, cette forme de manipulation, ça s'appelle le gaslighting. Ça vient d'une pièce de théâtre qui s'appelait Gaslight. C'est l'histoire d'un homme qui rend progressivement folle sa femme en changeant les objets de place dans sa maison et en lui jurant ensuite que ces objets n'ont jamais existé, qu'ils n'ont jamais changé de place, etc. Est-ce que c'est des types de situations que vous rencontrez dans vos consultations? Est-ce que la paranoïa peut être utilisée comme ça, comme une arme? Cyrielle? Alors, je dirais le premier gaslighting, c'est d'abord l'éducation. Je reviens un peu sur ce qu'on disait auparavant quand on disait aux petites filles, mais non, mais sois gentille, mais non, c'est dans ta tête. Ou même, une fois adulte, voilà, quand on commence à dire, non, mais ce gars-là, il est pas bien et que les autres disent, mais non, c'est toi qui te fais des films. Ou, oui, mais c'est vrai qu'il t'a touché, mais peut-être qu'il faisait pas exprès et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est la première forme et la forme la plus répandue de gaslighting, là, pour le coup. Après, et oui, du gaslighting, on peut en retrouver dans les couples, mais aussi au milieu du travail et tout ça. Et c'est ce qui va aussi faire que la relation et la situation est toxique. C'est-à-dire qu'on va faire douter finalement la personne de ses propres pensées, de ses propres ressentis, au point, dans le but, soit effectivement, qu'elle soit tellement dans le doute qu'après, elles finissent par craquer, soit qu'elles finissent en fait par adhérer au système de pensée de l'autre et tomber complètement dans son contrôle. Ce qui est assez terrifiant, c'est que j'ai le sentiment dans la société d'aujourd'hui que le couple est une instance où les formes de manipulation psychologique un peu, on va dire, désinvoltes sont presque tolérées. C'est courant de dire, par exemple, on sait qu'on a un béguin un peu pour, je sais pas, quelqu'un à son travail, et puis quand son mec nous le fait remarquer, t'es là, mais non, mais tu te fais des films. Enfin, de dire, de toujours... bon, alors après, est-ce qu'il faudrait dire le fond de la vérité? Je sais pas, c'est encore un autre débat. Mais j'ai l'impression que c'est une instance où c'est presque jugé comme normal de mettre en doute les perceptions de l'autre. Samuel? Oui, tout à fait. Et quand on parlait précédemment justement de ce diagnostic fixé à l'autre, cette sorte de tu es parano, tu paranoïes, comme tu le disais tout à l'heure, mais il faut aussi le dire, c'est totalement inutile. Supposons que la personne soit véritablement paranoïaque, ça ne sert à rien de le lui dire, c'est stigmatisant, c'est injurieux, c'est inutile, et tu as raison, ça reproduit un théâtre qui est politique. Et l'autre problème, c'est que ça banalise une maladie aussi. On ne se permettrait pas de dire à la personne tu as un cancer, par exemple. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais de psychophobie tout à l'heure. Qu'il y a une psychophobie à travers la banalisation dans notre langage, dans le langage psychologique inapproprié. Tout à fait. Et je pense qu'on peut dire je ne suis pas d'accord avec ton interprétation ou j'ai pas la même lecture de la situation. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place, par exemple ? Quand on a l'impression que quelqu'un se plante de lecture. Parle-lui, on peut l'inviter à ouvrir un dialogue, parle-lui, s'il y a une difficulté avec lui, rencontrez-vous, essayez d'échanger. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que parfois les psys, on peut aussi aider justement à dépasser ça. Parce que moi je me souviens d'une personne qui m'avait consulté et tout le monde disait tout le temps t'es parano, alors elle était venue me voir, elle m'avait dit mais on n'arrête pas de dire que je suis parano. Et à force du travail, j'avais identifié quelque chose qui s'appelle le complexe de barbe bleue. C'est au sein du... C'est toi qui l'as inventé ? Non, pas du tout. Alors non, je n'en suis point encore là, ma chère Judith, je n'invente pas encore des complexes, quoique je pourrais. C'est quand on crée des situations au sein du couple, comme dans le conte de fées, où on va tout faire pour que l'autre commette une erreur pour pouvoir lui reprocher. Oh là là, c'est absolument comme Barbe Bleue qui donne la clé, qui dit tu as le droit d'aller dans toutes les pièces, sauf celle-là, c'est le complexe de Barbe Bleue. Et elle n'était pas du tout paranoïaque. C'est Adam et Ève, quoi. C'est vraiment le début de la création. Voilà, ça pourrait s'appeler le complexe d'Adam et Ève, ce sera encore mieux. La misogynie originaire. Il y avait un autre aspect que je trouvais intéressant quand vous voulez aborder, on en avait parlé avec Coco, c'est comment faire la différence aussi entre des personnes paranoïaques et des personnes traumatisées. Parce que quand on a vécu un événement violent, on est parfois plus sensible à des événements qui vont nous faire revivre un peu cet événement sans que ce soit réellement une situation de danger. Coco, tu voulais parler de la manif pour tous, toi. Oui, alors justement, sur cette question du traumatisme, je me suis retrouvée il y a quelques semaines à boire un verre avec des potes Gwyn, avec qui on a réévoqué la période terrible qui a été 2013-2014, quand il y avait cette déferlante de haine dans les rues de nos villes françaises, qui était la manif pour tous. Et ce que je retiens de cette période, ainsi que mes amis, c'est vraiment le traumatisme collectif
que ça a été de se sentir persécuté et que cette persécution soit finalement institutionnalisée par l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'expression d'une opinion divergente, c'est plutôt vraiment la manifestation d'une paranoïa collective, donc des extrémistes de droite, contre un groupe de personnes qui sont persécutées. Et ça a produit à la fois un effet de généralisation d'une paranoïaque extrémiste dans la société française et à la fois, comme disait très justement Judith, un traumatisme de paranoïa chez les personnes queer qui ont subi cette homophobie finalement légalisée. Et donc, voilà, je voulais savoir, Samuel, est-ce que tu as déjà rencontré, par exemple, des patients, des patientes que l'homophobie ou la transphobie a conduit à des états de paranoïa? Ah oui, je pense vraiment à une situation que j'accompagne actuellement, donc j'en dirai pas trop, mais d'un jeune qui pour le coup a été emmené quand il était plus jeune dans les manifs pour tous, alors qu'il était gay. Donc ça avait cette dissociation terrible entre les slogans horribles que prononçaient ses propres parents et le fait qu'il soit traîné. Et je trouve ça très beau ce que tu dis, Coco. Moi j'ai envie de croire à ce que disait Judith Butler, c'est-à-dire à l'empowerment, de réussir à reprendre ça et à renverser l'échiquier. J'ai vraiment envie qu'on arrive à faire ça. Mais pourtant, je pense vraiment que ce traumatisme influence aussi les amours queer, la manière dont les queers vivent leurs amours, c'est très intériorisé. Mais la paranoïa, c'est quelque chose qui, en fait, après, demeure. Et ce que je trouve injuste, finalement, c'est que ce soit toujours aux victimes de persécution, de faire un travail thérapeutique toute seule, d'en avoir les charges, parce que le psy n'est pas remboursé par la Sécu, yes, et du coup, de ne pas pouvoir inclure dans ce parcours les coupables, en fait, enfin les personnes qui nous ont vraiment agressés. Moi, ça a laissé une cicatrice, c'est-à-dire que quand je prends la main de mon compagnon, par exemple dans le métro ou quelque part, je me dis tiens, qui est-ce qui était ça me traverse l'esprit, je me dis tiens, qui est-ce qui était à la manif pour tous, qui est-ce qui nous déteste en fait pour ce que nous sommes. Mais... Et dans certaines attitudes, Coco, enfin je sais pas si tu le vis, mais il y a des fois où on voit vraiment ce regard, et là je sais pas si c'est moi qui suis parano, mais il y a des regards qui nous disent vous êtes dégoûtant, on nous le signifie. Bien sûr. Cyrielle Richard, vous voulez réagir? Oui, justement, par rapport à la question de est-ce qu'on peut alors devenir parano suite à un traumatisme. Alors moi je serais tentée de dire pas forcément parano au sens psychiatrique du terme, mais effectivement un traumatisme, une expérience traumatique, ça vient déchirer un peu la réalité en deux. C'est-à-dire que on se sentait plus ou moins en sécurité et soudainement un événement traumatique arrive et vient bousculer complètement notre certitude. Et donc là où on pensait être dans un espace qui était sécurisant, civilisé et tout ça, soudainement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Personnellement, moi, effectivement, la période 2013-2014, ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'était à quel point il pouvait y avoir effectivement une haine très prégnante. Alors, je savais qu'il y avait des gens effectivement homophobes, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Et surtout, à quel point ces personnes-là pouvaient être très ouvertes sur le sujet et pas du tout dans une idée de remise en cause ou de choses comme ça. Donc oui, je comprends qu'on puisse être traumatisé par ce type d'événements, ce type de personnes, par ces discours-là, et qu'ensuite on soit dans un schéma de méfiance en se disant peut-être que effectivement je ne suis pas en sécurité. Mais c'est plus que de la méfiance, c'est qu'en fait on nous fait sentir des monstres. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une paranoïa envers nous parce qu'on est homosexuel, en fait, il nous considère des monstres. Enfin, vraiment, on est des monstres. On est transformé en être terrifiant. Et c'est comme une fois... Très récemment, une dame complètement dans les théories du complot nous a vu faire une petite fête entre personnes LGBT sur le canal à Pantin, et elle était terrorisée en disant c'est les lobbies LGBT, c'est les monstres, enfin vraiment, et c'est quelque chose de vraiment traumatisant, effectivement. Ce qui est très intéressant, du coup, dans ce que vous décrivez, ça amène à se poser la question de est-ce qu'en politique, il y a des paranos collectives? Est-ce qu'on peut considérer que l'homophobie, le racisme, c'est une forme de paranoïa collective? Alors, effectivement, vous avez des idées de persécution comme ça qui peuvent être un peu le ciment d'un groupe. Et effectivement, vous allez avoir des personnes qui, dans la vie quotidienne, n'auraient pas forcément grand-chose en commun et ne se parleraient pas, qui vont par contre se retrouver autour d'un thème et d'un groupe qu'elles vont vouloir persécuter. Effectivement, ça peut être soudeur, et vous avez des mouvements politiques, notamment dans des crises sociétales, qui vont s'agglutiner uniquement autour de cette idée de « je vais persécuter » ou « je me sens persécuté », parce que bien souvent, c'est eux qui ont l'impression d'être persécutés, exactement ce que vous viviez là par rapport à cette dame qui pensait que vous étiez un rassemblement comme ça, alors vous étiez juste des gens qui étaient en train de faire la fête, quoi. Voilà. Mais du coup, donc eux, ouais. Et donc ça peut être un ciment pour eux. Mais pas grave. On peut dire que l'extrême droite française est paranoïaque.
Bien sûr, rien de nouveau depuis Freud qui a expliqué, et Cyrielle le dit très bien, que le groupe existe et la cohésion du groupe peut exister grâce au bouc émissaire, grâce à la figure du persécuté. Et puis aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, Coco, on sait, dans certains psychiatres adorent, dans cette histoire de la psychiatrie, nommer les choses. Napoléon Bonaparte, paraît-il, lui-même était un paranoïaque de combat, et ça n'a pas empêché effectivement de rallier énormément de personnes à sa cause. La plupart des paranoïaques célèbres de l'histoire ont fait quand même pas mal de dégâts, je crois, justement parce qu'il fallait qu'il y ait toujours cette coupure dont je parlais en début d'émission, entre je ou nous, le groupe, et l'autre vécu comme persécutif. La paranoïa tient grâce à cette distinction. L'autre et moi-même devons rester séparés. Excusez-moi, juste, je me permets, mais moi, si j'étais paranoïaque, je ne serais pas non plus très heureuse d'être comparée à Napoléon ou Poutine ou Hitler au choix. Du coup, je voulais savoir si quelque part, ce n'est pas un peu aussi faire des raccourcis et un peu psychophobe de tout de suite relier la paranoïa à ces grands dictateurs de l'histoire. Après, il peut y avoir des symptômes, tu vois. On peut être une grande personnalité, avoir ou un monstre, ou un génie, ou quoi, et avoir des symptômes d'une souffrance psychique. Enfin, tu vois, c'est deux choses différentes. Oui, ça peut être des illustrations. Après, je ne suis pas une spécialiste de Napoléon. Donc j'ai ouvert un truc, je ne m'attendais pas. J'en parlerai pas. Mais par contre, voilà, moi, dans mon livre, effectivement, je citais quelques exemples un peu célèbres. Et justement, dans l'idée de pouvoir dire que, vous avez des personnalités qui étaient déjà des troubles de la personnalité paranoïaque, très probablement, parce que je ne les ai pas connus personnellement, et qui ont trouvé justement un écho à la faveur d'une crise sociétale. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui étaient d'autres formes de personnalité, mais à partir du moment où elles se sont retrouvées en charge dans une position de pouvoir avec du coup des ennemis autour d'elles, là ont développé des idées de persécution et des symptômes pseudo-paranoïaques. Donc voilà, il y a vraiment cette distinction aussi là-dessus, c'est que parfois il y a ce trouble de personnalité qui était là sous-jacent et la personne, à la faveur d'une conjoncture comme ça favorable, se retrouve en position de pouvoir. Et à l'inverse, des gens qui, alors je dirais pas qui étaient sains, parce que on n'aspire pas forcément à être dans une telle posture de pouvoir quand on est vraiment 100% sain, mais en tout cas qui étaient, on va dire, assez ordinaires et qui, se retrouvant dans une posture fragilisée, ou dans une posture où on leur a confié tous les pouvoirs d'un seul coup, se sont retrouvés à développer ce type de symptômes. Samuel ? On est dans une société, je crois, qui de toute façon, et c'est pas pour rien d'ailleurs que fleurissent les théories du complot en tout genre, on est dans une société qui favorise la paranoïa. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société narcissique, une société de l'approbation. On like, mais on ne dislike pas. On valorise l'ego de la personne, qui la place en position de productrice du savoir. Vous êtes toutes les deux, Coco, Judith, journaliste, vous voyez bien aujourd'hui, et vous devez vous arracher les cheveux en voyant les personnes sur les réseaux sociaux sans arrêt dire moi je sais, les journalistes mentent, chacun produit son propre savoir, chacun est validé en fait dans son individualité, tant et si bien qu'il y a cette inflation narcissique et que l'autre, l'altérité, qui en plus s'oublie derrière un écran, derrière l'alter ego, devient aussi persécutif. Moi je crois qu'on est dans une société qui est traversée par quelque chose de paranoïaque. Cyrielle, vous êtes d'accord ? Et puis pour rebondir un petit peu, et puis pour compléter là-dessus, il y a aussi une autre chose, c'est qu'on est aussi dans un monde qui est devenu hyper incertain et que pour le coup, si on vous offre, on va dire, une théorie du complot qui est un peu un prêt à penser, quelque chose de très simplifié finalement, où on en arrive à mais tous les problèmes qui se passent c'est à cause de, et après vous insérez ce que vous voulez, et forcément ça peut être assez rassurant, ça peut être une stratégie aussi de survie, en tout cas de survie psychique, quand on est dans un environnement qui est extrêmement incertain et donc dans lequel on peut se sentir vraiment mal. Sur les théories du complot, moi, j'ai pas envie d'y passer trop longtemps, parce que c'est un vaste sujet très complexe, mais moi, je pense qu'il y aurait aussi moins de théories du complot si le journalisme était de meilleure qualité, de meilleur niveau. Parce que quand on voit à quel point la majorité des médias sont détenus par les mêmes personnes, qui recopient tous les mêmes articles ou les mêmes dépêches, je comprends qu'au bout d'un moment, on perde confiance en notre métier. Et pourtant, c'est mon métier. Hein. Mais voilà, c'était une petite aparté. J'aimerais aborder un sujet qui me tient à cœur, ceux qui me connaissent le savent, qui est la paranoïa et la prise de substances et les drogues. Moi, j'ai remarqué parfois la prise de certaines substances. Comme vous le savez ici, on parle librement des comportements qu'on a qui ne sont pas forcément des comportements exemplaires. Et on va dire la descente de MDMA ou la descente de cocaïne, ça rend sacrément parano, pour le coup. Anxieux et parano. Est-ce que dans notre cerveau, à ce moment-là, on est comme une personnalité paranoïaque ? Non, pas forcément. En fait, le fait est que les drogues et puis tout ce qui est substance psychoactive, en fait, a pour effet de se mettre la personne dans un état d'hypervigilance.
et dans un état où en fait elle va se sentir hyper réactive à certaines sensations, tout en étant paradoxalement engourdie sur d'autres. Et donc effectivement, on peut se retrouver dans cet état-là, avoir l'impression d'être hyper vigilant et donc de prêter attention à des petits signes qu'on aurait ignorés si on avait été dans notre état normal, et donc forcément lancer la machine à interprétation à partir de là. Il y a une expérience que j'avais citée dans mon livre qui est celle de Freeman en 2015, où en fait il avait fait prendre à un groupe de la THC, c'est-à-dire c'est la principale substance active dans le cannabis, et il avait observé en fait ce qui se passait. Et donc en fait les personnes qui avaient reçu une dose de THC, se retrouvaient effectivement à développer des symptômes pseudo-paranoïdes, si vous voulez, qui faisaient qu'ils étaient dans une méfiance accrue, qu'ils avaient un délire d'interprétation et de persécution qui se mettait en place. Et ah oui, la weed, ça peut rendre très parano. Oui. Voilà. Et heureusement, les effets s'abaissaient au fur et à mesure du temps que les effets de la THC s'estompaient. Souvent, on a tendance à banaliser un peu trop le cannabis. Je trouve, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement décompensent suite à une prise effectivement de cannabis. Est-ce qu'on peut guérir de la paranoïa ? Alors, on ne parle pas tellement de guérison, on parle plutôt de rétablissement, en fait, en psychiatrie. Et encore une fois, là, je serais tentée de dire, en fait, ça dépend si on était sur une paranoïa au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire vraiment sur le côté psychose, où là, on peut se rétablir. Mais c'est après en ayant suivi un traitement, c'est en ayant suivi une psychothérapie. Et surtout, il faudra toujours être vigilant parce que, il faut que la personne puisse aussi avoir assez d'insight, on va dire, de regard sur elle-même de l'intérieur pour pouvoir se dire, là, je suis dans un moment bien, ou là, je suis en fait un peu sur la tangente et j'ai besoin de revenir consulter, voyez. Donc on parle plutôt de rétablissement en fait. Mais oui, c'est tout à fait possible de se rétablir d'une schizophrénie paranoïde et ainsi de suite. Ça prend du temps, par contre. Ça ne sera pas dans la semaine. Cyrielle, j'ai envie d'être d'accord avec vous. Donc, je vais dire que je suis d'accord. Je suis moins idéaliste. Je suis toujours un peu pessimiste, vous savez, en matière de psychopathologie. Mais j'ai envie d'être d'accord avec vous. Voilà. D'accord. Il faut donner l'espoir. Voilà, il faut donner l'espoir. Je ne vais pas faire le corbeau. Et pour se quitter quand même sur une note peut-être, est-ce qu'il existe des gens qui ne sont pas un peu fous ? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu fous quand même ? J'espère que oui. Alors, j'espère que oui. Non, en fait, il y a pas de rupture, honnêtement. Il n'y a pas un côté les personnes saines psychologiquement et d'un autre côté, entre guillemets, les personnes folles, parce qu'encore une fois, c'est un peu psychophobe de dire ça comme ça. Mais il y a un continuum avant tout. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que on va, par exemple, développer un côté méfiant, tout ça ? Et puis, alors encore une fois, entre guillemets, parano, mais c'est parce qu'en fait, ça repose sur des processus de pensée qui sont partagés par tout le monde. Se dire, tout le monde est contre moi, c'est de la personnalisation, c'est de la surgénéralisation qu'on appelle ça, parce que évidemment, non, le monde entier n'est pas contre vous. Mais ce sont des mécanismes, si vous voulez, de pensée qui sont partagés par tout le monde. Et donc forcément, oui, on peut tous avoir ce côté un petit peu méfiant. C'était intéressant cette petite typologie. Il y en a d'autres là. Vous dites c'est la personnalisation, la surgénéralisation. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça à connaître ? Oui, alors en fait, si vous voulez, donc ça fait partie de ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire en fait, c'est un peu nos pensées dysfonctionnelles, si vous voulez, mais qui sont partagées par tout le monde. Encore une fois. Donc effectivement, il y en a quelques-uns qu'on retrouve chez tout le monde. Donc la personnalisation. Bon, il y a la pensée dichotomique, ça on en a pas mal parlé, c'est-à-dire penser en tout ou rien. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, par exemple. Voyez, il y a également après ce qu'on appelle les inférences arbitraires, c'est-à-dire où on va sauter directement en fait sur une conclusion en partant de quelque chose de tout à fait banal. Voyons après, nous avons alors la surgénéralisation, mais également tout ce qui va être minimisé ou maximisé. En général, on va avoir tendance à minimiser les bonnes choses et à maximiser les mauvaises. Voilà, vous savez, ça c'est le truc très classique de il nous est arrivé quelque chose de bien ou on a eu un succès, mais on va se dire ouais, mais en fait, c'était pas si bien que ça. Oui, mais à côté, il y a eu et puis vous voyez tout de suite le truc qui était bien, on l'a rendu minime. Voilà. Samuel, je te voyais. Je pense que... Il y en a encore. Allez-y, c'est intéressant.
Ah non, après, il y en a encore bien d'autres, mais juste pour terminer, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup et chez les personnes lambda, mais également chez les personnes avec un trouble de personnalité paranoïaque, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire, je pars avec cette impression, avec une impression, et je vais chercher tous les éléments qui vont venir confirmer mon impression, quitte à ignorer. Moi, j'ai ça dès que je me mets en maillot de bain sur la plage. J'ai l'impression que tout le monde me regarde en disant qu'est-ce qu'elle est moche. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Je suis pas la seule, je pense, à avoir ça. Ouais. Non. Ça, c'est grossophobie subie, société grossophobe. C'est ça. Ouais. En tout cas, cette émission nous invite quand même à nous rappeler que cette question de l'altérité, cette question de soi est fondamentale et à réfléchir à ce qui nous appartient à nous et ce qui appartient à l'autre. Je pense à ces mots de Paul Valéry. Tout ce que tu dis parle de toi, surtout quand tu parles des autres. Oh, comme c'est beau. Merci Samuel. Très bien. Merci à vous les petits paranos de nous avoir écoutés. C'était un bonheur de partager ce moment avec vous. Moi, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est écouter votre intuition même si elle se trompe. À mon avis, nous avons plus à y gagner. N'hésitez pas à partager cet épisode. Nous sommes des petits nouveaux. Nous avons besoin de vous pour grandir. Partagez sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. Merci à mes acolytes Coco Spina, Samuel Doc. Merci à notre invité Cyrielle Richard. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex, notre réalisateur Paul Berthiaud. Self-Care Ta Mère, c'est le nouveau podcast Mal-être de Binge Audio, tous les mois sur toutes les plateformes dans le flux d'après la pluie. À très bientôt les paranos.